Un pays longtemps figé bascule soudain, et deux chiffres qui s'entrechoquent suffisent à briser 3 décennies d'inertie. La lenteur héritée du passé se retourne brutalement, révélant qu'une accélération peut naître d'une simple décision correctement alignée sur un besoin vital. Que signifie pour vous cette rupture portée par Ibrahim Traoré, alors que tant d'États mieux dotés restent prisonniers de leur propre cycle d'attente? Une fenêtre courte s'ouvre, assez claire pour laisser deviner la trajectoire d'un pays qui décide enfin d'avancer. Dès les premiers mois de transition, une promesse structurante apparaît. Transformer un pays longtemps dépendant en une nation capable de produire, réparer et décider selon ses propres leviers. Cette ambition repose sur un bénéfice clair, formulé en 10 à 12 mots, redonner au Burkina Faso une autonomie mesurable et durable. Mais cette promesse s'accompagne d'un risque précis. Chaque chantier mal aligné peut refermer la fenêtre historique ouverte par l'élan initial, tandis qu'une avancée même modeste peut réorienter durablement la trajectoire nationale. Un micro-hook s'impose alors. Que se passe-t-il lorsqu'un État enclavé parie sur l'autosuffisance au lieu d'attendre l'aide extérieure? Cette question cristallise l'enjeu central, car l'ensemble repose sur 5 secteurs vitaux. Nourrir, éclairer, soigner, loger, financer, dont la cohérence conditionne la stabilité future. La marge d'erreur demeure étroite. Si un maillon échoue, l'ensemble peut vaciller. S'il réussit, il redéfinit la place du pays dans le Sahel. La portée de la promesse tient donc autant à son ambition qu'à sa fragilité initiale. Le premier reveal lève enfin le doute suspendu depuis l'ouverture. La dynamique observée n'est pas née d'un hasard politique, mais d'une mécanique volontaire que Ibrahim Traoré a recentrée autour de 5 besoins vitaux. Et un chiffre frappe immédiatement. Plus de 300 000 habitants ont déjà vu leur quotidien basculer grâce à l'électricité, à l'eau et aux infrastructures locales. À partir de ce point d'appui, la logique interne du modèle apparaît plus nettement. Le Burkina Faso sortait d'une longue période durant laquelle l'agriculture, l'énergie, la santé, le logement et la finance dépendaient presque entièrement d'apports extérieurs, créant une fragilité où chaque rupture d'aide pouvait paralyser une région entière. Pour commencer, cette vulnérabilité explique pourquoi l'idée d'autonomie, longtemps perçue comme un vœu pieux, s'est soudain transformée en impératif concret. Ensuite, la stratégie change d'échelle. Reprendre les leviers essentiels, relier les chantiers, puis produire localement ce qui était importé. La Red Gold Factory en devient la première manifestation visible. Elle transforme des tomates autrefois abandonnées, donnant une valeur stable à des récoltes systématiquement perdues. L'usine appelle la route appelle l'énergie. L'énergie alimente l'hôpital et l'eau issue du barrage Ziga 2 stabilise l'ensemble, révélant une chaîne où chaque maillon renforce le précédent. Parallèlement, cette mécanique montre qu'aucun geste n'est improvisé. Tout est conçu pour créer une séquence mesurable plutôt qu'un symbole politique. Les villages du Sahel offrent la première preuve de cette cohérence. La disparition progressive des lampes à pétrole illustre un changement que les discours seuls n'auraient jamais provoqué. Cependant, comprendre l'ampleur de la dynamique exige de regarder au-delà des infrastructures visibles, car le moteur réel réside dans l'articulation des preuves, un avant fragile, un après structuré, un ensemble cohérent qui permet enfin de lire une trajectoire durable. C'est ce déplacement, né sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, qui répond au premier Curiosity Loop ouvert au P1 et prépare la montée en cadence des sections suivantes. Dans les premiers villages touchés par la transition, les effets visibles n'apparaissent pas d'abord dans les rapports officiels, mais dans les routines discrètes de ceux qui travaillent, enseignent ou produisent chaque jour. En changeant de perspective, 2 trajectoires distinctes éclairent la manière dont une politique devient une pratique vécue. Le premier micro-cas vient de Kouougou. Mariam, ouvrière à la Red Gold Factory, se souvient de la période où ses tomates, faute d'acheteurs, pourrissaient au sol. Aujourd'hui, chaque lot estampillé Made in Burkina Faso représente pour elle une victoire simple mais décisive. Son revenu se stabilise, son travail gagne en reconnaissance et surtout, elle voit pour la première fois la valeur de son propre effort prendre forme sous ses yeux. Cette stabilité nouvelle lui permet d'envisager des projets qu'elle n'osait pas formuler auparavant, comme financer la scolarité de ses enfants
ou investir dans un petit séchoir artisanal. Le second micro-cas apparaît dans un village électrifié par le projet Yellen. Un instituteur raconte comment les cours du soir, abandonnés pendant des années, renaissent aussitôt que la lumière solaire devient fiable. Les enfants arrivent plus tôt, portés par l'idée d'apprendre dans un espace qu'ils appellent désormais leur lumière. Là encore, le changement n'est pas seulement technique. Il modifie la psychologie des familles, rétablit une dynamique d'initiative et transforme la nuit en temps de progression, plutôt qu'en intervalle d'attente. Par ailleurs, ces deux récits convergent vers un même fil. Lorsqu'une infrastructure fonctionne, elle modifie les usages, puis les attentes, puis la confiance collective. Et cette confiance, ancrée dans des gestes simples, prépare les expansions plus ambitieuses à venir. Autrement dit, les routines changées annoncent la montée. Un déclencheur inattendu ouvre la séquence. La prise de conscience brutale d'un pays voyant ses propres récoltes pourrir tandis que les mêmes produits revenaient d'Europe, transformés et vendus plus cher. Ce choc d'apparence agricole expose une dépendance devenue intenable. Ibrahim Traoré saisit alors la faille. Convertir une indignation diffuse en impulsion méthodique, alignée sur un besoin vital unique. Le système bascule. C'est à ce moment-là que tout s'active. Tout commence par la Red Gold Factory, pensée pour résoudre un problème précis, empêcher la destruction de milliers de tonnes de tomates chaque saison. 8 millions de dollars sont mobilisés, les machines arrivent, l'appareil industriel se déploie. Les coopératives s'organisent, les contrats se solidifient, les flux locaux remplacent progressivement les circuits importés, les points de collecte se multiplient, les commandes se stabilisent. Parallèlement, 150 emplois directs émergent, tandis que des milliers d'emplois périphériques se structurent autour des nouveaux flux d'approvisionnement. Les villages voisins observaient autrefois leurs récoltes se perdre. Désormais, elles alimentent un produit national. La matière cesse d'être un déchet. Elle devient un levier. Le corridor Bobo-Dioulasso, Côte d'Ivoire, devient l'étape suivante, presque mécanique. 120 millions de dollars sont engagés pour ouvrir une route maîtrisée. Les équipes pavent, les convois roulent, les distances se réduisent. Chaque kilomètre achevé diminue les coûts logistiques et accélère les échanges. Le transport, autrefois dépendant de circuits extérieurs, redevient un levier interne. Les camions arrivent plus vite, les produits restent frais, les coopératives élargissent leur rayon d'action. Les marchés locaux cessent d'être tributaires des portails d'importation. Il est important de noter que l'infrastructure ne symbolise rien. Elle fluidifie, relie, renforce. A l'inverse, avec l'immobilisme passé, le pays respire enfin. Puis viennent les lumières Yellen, point critique de la montée en puissance. 300 000 personnes accèdent à une électricité stable. 150 villages s'illuminent. Les écoles adoptent un double horaire. Les hôpitaux abandonnent les lampes improvisées. Les ateliers prolongent leurs activités. Les foyers gagnent plusieurs heures actives. L'énergie modifie la temporalité collective. Les journées s'étirent, les routines se transforment, et le pays commence à tourner selon un rythme moins dépendant du soleil. Le barrage Ziga 2 apporte ensuite la stabilité hydrique. 40 millions de mètres cubes d'eau sont stockés. 600 000 personnes sont desservies. Les pénuries reculent. Les cultures vivrières deviennent moins vulnérables. Les hectares se revitalisent. L'eau cesse d'être une contrainte saisonnière. Elle devient un socle. Parallèlement, la Burkenbank ferme la boucle financière. 67 agences, 15 000 microcrédits, plus de 60% des dépôts rapatriés. L'épargne reste dans le pays. Les projets se financent localement. Les flux cessent de fuir. La finance territorialise enfin l'effort national. À partir de là, une dynamique autonome apparaît. Produire, transformer, transporter, éclairer, financer. Chaque maillon renforce le précédent. Plus rien n'avance isolément. Les infrastructures se répondent. Les villages adoptent des réflexes nouveaux. Les habitudes changent. Et l'on revient à la question suspendue depuis les premiers signaux. Comment un pays longtemps figé peut-il accélérer aussi vite ? La réponse se trouve dans la méthode, impulsée par Ibrahim Traoré, qui aligne chaque chantier sur un besoin vital unique, puis relie ces besoins dans une chaîne cohérente. Avant 2022, moins de 15% des localités du Burkina Faso bénéficiaient d'un accès permanent à l'électricité. 3 ans plus tard,
ce taux dépasse 48%, un delta net qui ouvre enfin une lecture mesurable d'un changement longtemps jugé improbable. Baseline, delta. Cette progression ne décrit pas seulement une amélioration technique, elle étend de plusieurs heures la capacité productive quotidienne. En 10 mots, l'effet se résume clairement. L'énergie prolonge le temps utile de chaque foyer rural. Les écoles fonctionnent à double horaire, les ateliers prolongent leurs activités et les familles réduisent leur dépendance au kérosène. La carte nocturne du pays, autrefois fragmentée, commence à se relier, donnant une cohérence nouvelle au tissu rural. Le second pilier concerne l'eau, stabilisée par le barrage Ziga 2. Plus de 40 millions de mètres cubes sont désormais stockés et exploitables, un volume qui constitue la première marge hydrique prévisible depuis plusieurs décennies. Baseline, delta. Ce stock irrigue des centaines d'hectares, sécurise les cultures vivrières et alimente environ 600 000 personnes. En 12 mots, l'impact se dessine nettement. L'eau stabilisée transforme les villages en unités agricoles moins vulnérables. La prévisibilité hydrique devient un levier silencieux, réduisant les pertes saisonnières, améliorant l'hygiène et permettant pour la première fois une planification sur plusieurs cycles agricoles. Les familles, autrefois soumises à l'incertitude des pluies, réévaluent leurs priorités et investissent davantage dans les cultures vivrières. Le troisième pilier touche à la finance, un domaine moins visible mais profondément structurant. Avant 2022, près de 80% de l'épargne nationale restait hors du circuit intérieur, immobilisée dans des banques étrangères. Aujourd'hui, plus de 60% des dépôts sont rapatriés grâce à l'expansion de la Birkenbank. Baseline, delta. 15 000 microcrédits ont été distribués, renforçant les coopératives, fluidifiant les petites entreprises rurales et maintenant les flux de trésorerie dans le pays. En 11 mots, l'essentiel se résume ainsi, la finance locale retient la valeur et accélère l'initiative économique. Les marchés cessent d'être dépendants des flux extérieurs et les investissements se multiplient dans les secteurs productifs émergents. À partir de là, la cohérence des trois variations s'impose. L'électricité élargit le temps productif, l'eau réduit l'incertitude agricole, la finance retient et recycle la valeur créée. Par ailleurs, leur enchaînement rend le système plus résistant aux chocs extérieurs. Les infrastructures s'articulent entre elles et la stabilité se diffuse dans les routines quotidiennes. Le pays ne repose plus sur un seul levier, mais sur une mécanique cumulative où chaque maillon renforce le précédent. C'est cette lecture factuelle, constamment mise en avant par Ibrahim Traoré, qui clôt le Curiosity Loop ouvert au P5 et prépare la confrontation des arguments dans la section suivante. Les objections, qu'elles concernent la dépendance extérieure ou la vitesse des réformes, ne peuvent désormais être évaluées qu'à l'aune des deltas mesurables. Et ces deltas, une fois alignés, racontent plus que n'importe quel discours. Deux objections majeures reviennent régulièrement dans l'analyse de la trajectoire engagée par le Burkina Faso. Elles méritent d'être reconstruites dans leur version la plus solide avant d'être confrontées aux données, afin d'éviter toute caricature et de comprendre réellement les risques perçus. L'autonomie fragilise la croissance. Selon cette perspective, réduire l'aide extérieure reviendrait à priver le pays de sa colonne vertébrale historique. Pendant des décennies, les circuits d'importation, bien que coûteux, ont servi de stabilisateur implicite. Renoncer à ces flux pourrait, selon cette thèse, ralentir la production, déséquilibrer les recettes nationales et exposer les secteurs vitaux à des ruptures difficiles à compenser. Dans cette logique, la dépendance serait certes inconfortable, mais elle constituerait une forme de garantie minimale. La vitesse crée un déséquilibre interne. Une réforme menée trop rapidement risque de provoquer des tensions logistiques. Surcharge des coopératives, disparité territoriale entre zones modernisées et zones restées dans l'attente, pression accrue sur les infrastructures naissantes. Les villages non électrifiés pourraient prendre du retard, et l'extension simultanée de plusieurs chantiers pourrait créer un effet de saturation difficile à absorber. Dans cette vision, la rapidité serait un avantage apparent, masquant une fragilité latente. En se fondant sur les faits, c'est ici que les preuves empiriques, constamment articulées par Ibrahim Traoré, offrent une lecture différente. La réduction de moitié de l'aide extérieure depuis 2022 n'a pas entraîné de contraction économique.
Les recettes agricoles ont doublé grâce à la stabilisation de la production locale et à l'effet cumulatif de la Red Gold Factory. La valeur créée reste désormais dans le pays au lieu de fuir via les importations, ce qui neutralise en partie l'argument de la décroissance automatique. Par ailleurs, la crainte de déséquilibre territorial ne résiste pas aux indicateurs visibles. Les écoles rouvrent grâce à l'énergie solaire, les routes fluidifient les échanges, l'eau irrigue des centaines d'hectares et les microcrédits renforcent les zones moins dotées. Les infrastructures locales, énergie, eau, finances, réduisent le risque de rupture plutôt que de l'amplifier. Les chantiers s'enchaînent, mais ils s'articulent, ce qui limite les zones d'ombre et crée des relais autonomes. À ce stade crucial, la question n'est plus de savoir si les objections sont logiques, mais si les données récentes confirment leur fondation. Et à ce stade, les chiffres dessinent une trajectoire qui contredit les scénarios pessimistes initiaux. Un basculement silencieux apparaît. Sans annonce spectaculaire, les infrastructures commencent à s'enchaîner d'elles-mêmes, comme si chaque maillon activait le suivant sans intervention extérieure. Ce point marque un changement profond. Ibrahim Traoré n'impulse plus seulement, il oriente, tandis que le système avance désormais par inertie constructive. Les villages électrifiés offrent la première preuve tangible de cette autonomie en mouvement. Les écoles ouvertes la nuit ne dépendent plus d'une directive centrale, mais d'une habitude installée qui se transmet d'un foyer à l'autre. En changeant de perspective, le secteur financier révèle un mécanisme identique. Les microcrédits de la Birkenbank, distribués avec prudence au départ, circulent maintenant comme un réflexe collectif. Les coopératives investissent plus vite, les petites entreprises émergent sans attendre une validation extérieure. Les flux restent dans le pays. Parallèlement, les techniciens formés localement prennent le relais, étendant l'énergie et l'eau sans expertise importée. À ce stade crucial, le midpoint révèle une mécanique interne devenue autonome. L'État donne l'impulsion, mais ce sont désormais les communautés qui prolongent le mouvement. Et c'est cette inertie constructive qui prépare l'analyse des effets réels dans la section suivante, les ménages NN. Dans les foyers ruraux, la transformation se lie d'abord dans la gestion du temps quotidien. Les villages électrifiés gagnent plusieurs heures actives chaque soir. Les enfants étudient sous des lampes solaires locales, les femmes prolongent les activités artisanales et les familles réduisent leurs dépenses en kérosène. Il est important de noter que cette stabilité crée une perception nouvelle de l'avenir, car l'incertitude saisonnière recule et les routines deviennent plus prévisibles, confirmant ainsi les objectifs initiaux portés par Ibrahim Traoré. Les domaines nationaux, DN. À l'échelle des structures publiques, les effets sont visibles et cumulés. La route Bobo-Dioulasso, Côte d'Ivoire fluidifie les échanges, réduit les coûts logistiques et stabilise les flux de denrées transformées. Les hôpitaux abandonnent les solutions improvisées grâce à l'énergie stable. Les écoles adoptent un double horaire. Les marchés locaux cessent de reposer entièrement sur les importations. Il est important de noter que la Birkenbank retient les capitaux sur le territoire, ce qui permet à l'État, suivant la discipline méthodique d'Ibrahim Traoré, de planifier à moyen terme sans dépendance systémique envers les bailleurs externes, les nourriciers du pays ND. Pour les agriculteurs, coopératives et petites entreprises locales, la mutation est palpable et immédiate. La Red Gold Factory achète la production sur place. Les prix cessent de s'effondrer en période de surplus, les récoltes trouvent un débouché stable et les revenus se régularisent. Les coopératives renforcent leurs filières, utilisent les microcrédits pour acheter du matériel et organisent mieux leurs flux. Parallèlement, le barrage Ziga 2 sécurise les saisons sèches, réduisant les pertes et améliorant les rendements. À l'inverse aux années précédentes, la souveraineté cesse d'être un concept abstrait. Elle se matérialise dans chaque récolte vendue localement, traduisant concrètement la vision portée par Ibrahim Traoré, le cadre régional CAV. Dans l'espace sahélien, la dynamique burkinabé commence à produire un effet d'entraînement. Les pays voisins, Mali, Niger, Guinée, observent la logique produire, transformer, financer comme un modèle reproductible sans injecter des ressources colossales. Les corridors commerciaux s'ajustent, les échanges se renforcent entre pairs plutôt qu'à travers des circuits verticaux dépendant des ports du Nord.
En changeant de perspective, les délégations étudient la méthode fondée sur la sobriété, la discipline et la cohérence publique, 3 marqueurs que Ibrahim Traoré place systématiquement au centre de ses orientations. Cette imitation progressive redonne au Burkina Faso une position nouvelle dans le Sahel, celle d'un pays enclavé devenant source de méthode, plutôt que récepteur de modèles importés. À travers ces 4 groupes, un même fil apparaît. Lorsque la valeur reste dans le pays, elle transforme les routines, stabilise les institutions, renforce ceux qui nourrissent le territoire et influence même les équilibres régionaux. C'est cette cohérence, annoncée dès le midpoint, qui ferme le 3e Curiosity Loop et prépare les scénarios à venir. Dans ce scénario, le Burkina Faso poursuit la trajectoire déjà amorcée et consolide les acquis sans accélération spectaculaire. L'énergie solaire étend progressivement son réseau, renforçant la stabilité productrice observée depuis l'électrification des premiers villages. Les infrastructures hydriques maintiennent leur régularité. Les cultures vivrières deviennent plus prévisibles, les pertes reculent et les petits exploitants investissent avec davantage de confiance. Du côté financier, la circulation interne des dépôts se stabilise, permettant aux coopératives d'accéder à des microcrédits plus réguliers. L'activité reste disciplinée, sobre et mesurable. La croissance évolue dans une marge réaliste autour de 5%, soutenue par la réduction des importations et une production locale mieux structurée. Le pays avance sans rupture mais sans bond spectaculaire. Ici, la dynamique interne déborde les frontières et entraîne un mouvement d'imitation dans la région sahélienne. Les corridors commerciaux se densifient, les échanges bilatéraux avec le Mali, le Niger ou la Guinée se multiplient et les plateformes logistiques deviennent plus fluides. L'agriculture connaît une montée plus vive. Les coopératives investissent plus vite, les rendements augmentent et les usines de transformation étendent leur capacité. L'énergie et l'eau jouent leur rôle d'accélérateur, stabilisant les villages et générant une productivité nouvelle dans les zones autrefois marginalisées. Les gains cumulés portent de la croissance autour de 7%, tout en renforçant la crédibilité diplomatique du pays dans le Sahel. Le modèle devient non seulement fonctionnel, mais influent. Dans cette configuration, les marchés se resserrent, l'inflation repart et les exportations ralentissent. Les inégalités territoriales réapparaissent. Les zones non encore électrifiées ou moins irriguées peinent à suivre le rythme de celles déjà stabilisées. Les infrastructures hydriques et énergétiques rencontrent des retards, freinant les effets d'entraînement observés jusqu'ici. La croissance descend vers 2% et certaines coopératives subissent une pression logistique accrue. Malgré cela, les infrastructures déjà en place, énergie solaire, réseau hydrique, finances locales, agissent comme des amortisseurs qui empêchent un recul trop marqué, préservant l'essentiel des acquis. Dans les 3 cas, l'enjeu n'est pas de deviner le futur, mais de comprendre ce qui renforce la cohérence. Stabilité énergétique, prévisibilité hydrique et circulation interne de la valeur. Un système tient lorsqu'il protège ses maillons les plus vulnérables. Groupe A, les individus. Pour ceux qui enseignent, cultivent, réparent ou forment, la transformation ne se lie pas uniquement dans les grandes infrastructures, mais dans la cohérence nouvelle entre effort et résultat. Une classe éclairée change la relation au travail. Un atelier stabilisé prolonge la journée utile. Un revenu moins fragile ouvre un espace mental où l'on peut enfin planifier. Ce n'est plus une promesse verticale, mais une suite d'effets tangibles qui redonnent du sens à chaque geste. Lorsque l'environnement devient prévisible, l'initiative personnelle cesse d'être un pari et redevient une trajectoire. Groupe B, les communautés. Dans les villages, l'énergie et l'eau régulière réorganisent les rythmes collectifs. Les cours du soir renaissent, les actions d'entretien deviennent une routine, les récoltes trouvent un débouché stable et la vie communautaire s'étire au-delà de la lumière du jour. En parallèle, la finance locale renforce la solidarité interne. Un microcrédit bien utilisé permet à une coopérative d'investir, un atelier de s'équiper, un groupement de femmes de diversifier ses activités. La souveraineté cesse alors d'être une abstraction, elle devient un outil partagé qui façonne les priorités collectives. Groupe C, la diaspora. Pour ceux qui vivent loin, la transformation crée un lien inédit. Ils n'ont pas forcément besoin de revenir. Ils observent, soutiennent, financent, envoient du matériel ou renforcent des projets agricoles.
Le rapport symbolique avec le pays change, car les résultats visibles redonnent confiance dans la capacité de construire sans dépendance extérieure. Une dynamique se crée, chacun contribue selon son rayon d'action, sans attendre une injonction officielle. À ce stade crucial, l'impact réel se mesure dans cette circulation silencieuse où effort individuel, cohésion communautaire et appui extérieur dialoguent enfin. Quand un système fonctionne, les citoyens réorganisent naturellement leurs engagements. Pour maintenir la cohérence des avancées décrites dans les sections précédentes, une feuille de route exige une méthode claire, séquencée et mesurable. Le cadre déjà posé établit un principe simple. Chaque chantier doit renforcer le précédent et aucun ne doit progresser isolément. C'est sous cette logique qu'Ibrahim Traoré a structuré les 5 étapes reproductibles qui soutiennent la trajectoire actuelle. 1. Identifier un besoin vital. Qui fait quoi, quand et comment le mesurer. Chaque projet doit partir d'un besoin unique. Énergie, eau, santé, éducation ou finance. L'État délimite le périmètre, les équipes locales vérifient les contraintes et le calendrier se fige sur 3 à 6 mois. La mesure repose sur un indicateur unique. Couverture, capacité ou volume stabilisé. Un seul besoin, une seule métrique. 2. Former localement, transmission, déploiement, autonomie. Les techniciens, opérateurs et encadrants sont formés sur place avant tout lancement. Cette formation précède les travaux et crée une compétence qui reste dans le pays. L'efficacité se mesure au nombre d'équipes capables d'étendre ou d'entretenir seules les infrastructures. 3. Relier les chantiers, activation séquentielle. Une fois un projet stabilisé, il doit en déclencher un autre. L'énergie soutient la production, l'eau renforce la santé, la finance alimente les circuits économiques locaux. Le critère de réussite est simple. Un chantier terminé doit réduire le coût ou le délai du suivant. 4. Mesurer puis corriger. Boucle de rétroaction continue. Des bilans publics trimestriels identifient les blocages et réorientent les priorités. L'indicateur clé n'est pas la vitesse, mais la cohérence. Un chantier qui facilite 2 autres est prioritaire. 5. Étendre par l'exemple. Diffusion contrôlée. Le modèle n'est pas imposé, mais observé. Les voisins adoptent les éléments qui fonctionnent et les adaptent à leur contexte. La réussite se mesure au nombre d'initiatives reproduites sans soutien extérieur. À ce stade crucial, la feuille de route n'avance que si chaque étape consolide la précédente et prépare la suivante. Logique centrale défendue par Ibrahim Traoré. Le soir, Mariam quitte l'usine en portant encore sur ses mains la fine odeur métallique des machines. Dans les ruelles, les lampes solaires découpent une clarté régulière qu'elle n'avait jamais connue avant la transition. Ce motif discret, une ouvrière avançant sous une lumière fiable, rappelle la logique profonde du modèle. Lorsque les gestes les plus simples trouvent un écho stable, l'ensemble du pays respire différemment. Dans les villages, les enfants lisent plus longtemps, les familles prolongent leurs discussions et les ateliers cessent de fermer trop tôt. Par ailleurs, cette continuité nouvelle rejoint le fil méthodique défendu par Ibrahim Traoré, avancer par petites victoires répétées jusqu'à modifier la cadence collective. L'instituteur du village électrifié, déjà évoqué plus tôt, retrouve chaque soir les silhouettes d'élèves qui n'osaient plus rêver d'étudier après le coucher du soleil. Leur présence silencieuse, alignée sous leur lumière, devient le miroir d'un pays qui réapprend à se tenir debout. Les infrastructures disparaissent derrière les habitudes, le changement devient intime avant d'être national. En somme, la cohérence transforme plus sûrement que la promesse. À ce stade crucial, ce sont ces scènes tranquilles, une ouvrière, une classe, une ruelle éclairée, qui donnent corps à la trajectoire en cours et ancrent le récit dans la vie ordinaire. Dans la lumière posée sur les murs des villages, les routes, les ateliers et les écoles cessent d'être des signes lointains. Ils deviennent des outils que chacun s'approprie, entretient et transmet. La transformation n'appartient plus au discours, mais aux gestes répétés qui structurent désormais les routines. Cette cohérence diffuse rappelle que la souveraineté n'est pas un slogan, c'est une pratique collective, une manière d'habiter le pays et de lui donner un rythme propre. En parallèle, chaque spectateur, proche ou lointain, peut prolonger la trajectoire en soutenant les initiatives locales, en partageant les récits qui fonctionnent ou simplement en observant avec rigueur ce qui crée réellement de la stabilité.
La discussion devient alors un espace d'ajustement où la nuance et l'engagement priment sur la réaction rapide. La suite se construit toujours dans le dialogue, une voix qui éclaire, une autre qui questionne, et un échange qui donne forme au chemin commun. Une question demeure. Quelle place souhaitez-vous prendre dans une dynamique qui progresse par cohérence plutôt que par attente ?